Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande vidéo. Une vidéo qui vous en dit long et qui vous en dira certainement long sur les différents paramètres des clés du bonheur. Aujourd'hui, vous savez, le mot bonheur, beaucoup de gens confondent le bonheur et le plaisir. Et beaucoup de gens s'attachent à des choses qui ont un bonheur de court terme en pensant que c'est le bonheur. Or que le bonheur ne réside pas dans le plaisir, mais le bonheur réside dans la gloire de Dieu. Alors bien-aimés, après avoir suivi nos nombreuses vidéos sur Internet, nous avions pensé vous offrir ce merveilleux DVD, cette merveilleuse vidéo, afin de vous édifier sur les choses cachés, les secrets du mariage, du bonheur et de la prospérité. Alors nous allons commencer par les secrets du mariage. De façon basique, quand on entend mariage, il y a deux étapes. Il y a le mariage vu par un célibataire et le mariage vu par un homme marié. Et il y a la troisième étape, le mariage vu par un divorcé. Nous allons parler de la première étape, de celui qui est célibataire ou celle qui est célibataire. La question du célibataire se pose à tous les niveaux de la société. À tous les niveaux de la société, on se pose des questions sur le célibataire. Qui est le célibataire? Une personne non engagée, une personne qui n'a aucun engagement physique, moral ou spirituel, avec une personne de sexe opposé, avec qui il décide de faire sa vie. Alors, un célibataire qui n'a pas encore fait son choix est une personne qui est en train soit de réfléchir comment se lancer, est une personne soit qui est en train de faire un défilé émotionnel. C'est-à-dire qu'il essaie avec quelqu'un, ça ne marche pas. Il essaie avec une autre personne, ça ne marche pas. Le mariage vu du célibataire, parce que beaucoup de gens ne savent pas à quel niveau se situent leurs objectifs, à quel niveau se situent leurs intérêts et à quel niveau se situe leur but. Quel est ton but de vie? Quel est ton but de vie pour une femme? Que peut être le but de vie d'une femme? Une femme qui est née de mère et de parents modestes, qui a grandi dans une famille modeste, qui a grandi dans un quartier modeste. C'est quoi le but du mariage pour cette femme? Beaucoup de personnes ont des rêves d'enfants, des rêves d'enfance. Je vais épouser un prince charmant. Je vais épouser un homme riche, un homme qui a un parking rempli, un homme qui a des grandes maisons, des maisons époustouflantes. Alors vous savez, la richesse n'est pas toujours dans le physique. Et je l'ai dit toutefois qu'un homme riche n'est jamais un homme qui a beaucoup de billets de banque. Parce que la richesse, c'est de devenir une machine à billets. Ce n'est pas d'avoir des billets de banque. Beaucoup de gens pensent qu'un millionnaire, c'est celui qui possède des millions. Non, un millionnaire est celui qui fabrique des millions. Que faut-il faire pour fabriquer des millions? Celui qui fabrique des millions est parti d'un point zéro à un point quelconque. Alors, c'est une certaine symétrie financière. Partir de zéro, donc de moins l'infini, à plus l'infini. Nous avons fait les mathématiques à l'école, les courbes, x, y et tout. Et nous constatons qu'un homme riche a commencé par un départ. Il a eu un départ, il a eu une période de montée, il a eu une période de maturité, il a eu une période de stabilité, il a eu une période de déclin. Alors cet homme s'est environné de plusieurs paramètres. C'est-à-dire, il a eu un environnement tantôt bien que mal, il était soit marié, fiancé, ou quel que soit l'environnement dans lequel il se trouvait. Et cet homme a battu tous les préjugés, les obstacles majeurs, les obstacles mineurs de la réussite. Alors, épouser un homme riche est le rêve de toutes les femmes. Toutes les femmes veulent avoir un homme riche. Qu'est-ce qu'un homme riche? Je vous ai donné la définition. Une personne qui a des projets. Une femme qui n'a pas de vision cherchera un homme riche. Une femme qui n'a pas d'objectif cherchera un homme riche. Avoir un homme riche, pour avoir de la richesse, pour avoir de l'argent, ça veut dire que tu ne comprends pas encore. Le but est un objectif sur terre. Une femme célibataire
doit avoir un objectif. Une femme célibataire doit avoir une vision précise de sa vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Veux-tu avoir un mariage sur lequel un volcan est en soubassement, ou tu veux avoir un mariage heureux et prospère? Alors pour avoir ce mariage heureux et prospère, la technique est simple. Trouver l'homme qui correspond à tes objectifs. Beaucoup de personnes ne correspondent pas aux objectifs que tu t'es fixés dans la vie. Si tu veux être avocate, par exemple, ou si tu veux être médecin, ou si tu veux être commerçante, tu dois avoir un homme qui a la même vision que toi. Alors, c'est dans la vision que se crée l'onction qui attire la préparation à la richesse. Parce qu'on n'est pas riche qui veut. Parce que c'est bien de vouloir la richesse, mais c'est bien de savoir comment faire pour acquérir cette richesse. Alors, on choisit son homme par rapport à ses objectifs. Mais beaucoup de gens choisissent les hommes par rapport aux paramètres extérieurs. Donc, par rapport à la forme physique, par rapport à ses vêtements, par rapport à tout ce qu'ils voient en externe. Mais ils oublient qu'en fait, un homme peut être correspondant à vos attentes en extérieur, mais en fait, à l'intérieur, n'est pas l'homme qui correspond à vos objectifs. C'est pour ça que vous assistez à beaucoup de ruptures après les mariages, à beaucoup de divorces après les mariages. Avant d'arriver à l'étape du mariage, il faut avoir une certaine programmation mentale. Il faut avoir une vision commune. Il faut être sur la même voie, la même autoroute, emprunter le même transport, descendre au même arrêt de bus, arriver au même terminus. Mesdames, c'est ça le secret. Et vous savez, il y a un homme qui est arrivé en Australie. Cet homme s'appelait Stephen Campbell. Et cet homme est arrivé dans le but de trouver la femme de sa vie. C'est un homme milliardaire. C'était un milliardaire plein d'argent. Et toutes les femmes qu'il rencontrait, c'était des femmes qui lui disaient oui à tout. Dès qu'il voulait d'une femme, tout le monde savait qui il était. Les femmes lui disaient oui à tout bout de champ. Et un jour, pendant qu'il rentrait déçu de sa quête, il a rencontré quelqu'un qui ne correspondait pas du tout à ses attentes physiques. Une femme qui n'avait pas la forme physique qui lui convenait. Une femme qui n'avait pas la forme extérieure qui pouvait l'attirer. Mais cette femme avait quelque chose. Elle avait une lumière interne. Cette femme correspondait aux attentes de cet homme. Cette femme avait pour objectif de trouver un homme avec lequel ils vont fabriquer ensemble cette autoroute dorée de pierres précieuses qu'on appelle la richesse. C'est une femme qui avait des projets. Une femme qui connaissait le monsieur, mais qui disait à ce monsieur que je ne peux pas t'avoir pour mari parce que toi tu as fait tout le chemin seul. Je n'ai pas donné à n'importe qui d'avoir la force de partir de zéro. Ce n'est pas donné à toute femme ou à tout homme d'avoir la force de partir de zéro. L'homme riche et l'homme fabriqué. Une voiture commence par l'assemblage. Ok? Et quand l'assemblage se fait, au fur et à mesure, cette chose prend l'apparence d'une voiture. Aucune chose ne tombe du ciel. Aucune chose ne tombe du ciel. Il faut préparer son mari. Il faut préparer le mari que tu veux avoir. Tout homme est basique à la base. Tout homme est brut. Tous les hommes sont bruts. Même moi, j'étais brut. Mais il faut que quelqu'un puisse accepter de rentrer à l'usine de la vie et de façonner l'homme de ses rêves. C'est possible. Et si je vous dis que c'est possible, c'est parce que tous les jours, on fait des efforts pour se perfectionner, pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que, avant d'arriver à l'étape du mariage, il ne faut pas seulement prendre la personne qui te tape à l'œil, juste comme ça. Une personne qui te demande, qui te dit que tu peux devenir sa femme, mais il faut savoir quelle est ta vision, quel est son objectif, quel est son but de vie. C'est quoi le but de vie? Le but de vie, c'est la chose pour laquelle tu es venu réaliser sur Terre. Quelle est la chose que tu es venu réaliser sur cette Terre? Quel est ton but de vie? Est-ce que nos buts de vie correspondent? Est-ce que ça ne correspond pas? C'est pour ça qu'il y a des combinaisons inadéquates. Des combinaisons inadéquates dans les foyers. Alors, lorsqu'on a choisi la personne de vision, on a choisi la personne qui nous correspond, l'extérieur suit. L'extérieur n'est plus un problème parce que l'extérieur est une chose qui peut se travailler. Le vestimentaire à son goût, on peut donner à l'homme la couleur que l'on veut, on peut donner à l'homme les parfums que l'on veut par rapport au côté externe que les autres vont voir.
En fait, le côté extérieur ne se résulte que dans les yeux de ceux qui nous regardent. En fait, le côté extérieur n'a pas d'importance dans le choix de son homme. Alors, si vous voulez être des dames riches, des dames puissantes dans la société, choisissez vos hommes en fonction de vos objectifs et de vos buts de vie. Beaucoup de personnes ne choisissent pas les hommes en fonction des buts de vie, mais en fonction de leurs passions, en fonction de leurs attirances sexuelles, en fonction de tout ce qui a trait au côté physique, à la coque. C'est le moteur qui fait fonctionner la voiture. Le moteur a besoin que de deux choses. Dans une nouvelle relation, vous n'avez besoin que de ça, de persévérance et de détermination. Parce que rien n'est jamais facile. Vous aurez des obstacles sur le chemin, vous aurez des choses à faire, vous aurez des obstacles à passer, à sauter, mais cela ne sera pas toujours chose facile. Alors, nous sommes à la deuxième étape, la période qui précède le mariage. Vous avez des buts de vie communs, vous avez un mode de vie commun qui vous correspond, vous avez créé votre petit nid douillet, vous avez créé votre petit paradis, vous avez fait de votre vie ce que vous voulez. Vous avez des rêves, vous avez des projets, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter des voitures, vous voulez ouvrir une entreprise, vous voulez bâtir un empire. Tout cela grésille dans vos têtes. Tout cela devient, je peux dire, la feuille de route de votre couple. Vous voulez avoir des enfants. Vous vous demandez, on aura combien de filles, combien de garçons? C'est la période avant le mariage. Avant le mariage. Tout a été précisé. J'ai dit dans la première partie qu'il fallait attirer à soi l'homme qui correspond à ses objectifs et à ses buts de vie. Pas l'homme physique, pas l'homme charnel, pas l'homme qui n'a rien au-dedans, mais qui a tout au-dehors. Faites attention avec les hommes qui ont tout au-dehors et qui n'ont rien au-dedans. Ça veut dire que la chaleur doit partir de l'intérieur. Avant le mariage, on se dispute. Avant le mariage, on se montre au public, on se montre aux parents, on se montre aux amis. On veut montrer à tout le monde l'amour que l'on a choisi, la route qu'on veut prendre. Et on fait face à quelque chose. On fait face, mesdames, on fait face à quelque chose de difficile à surmonter. Les avis de tout le monde. On a les avis de la famille, on a les avis des parents, on a les avis des proches, des amis, et des frères et des sœurs. Mais je vais vous donner un secret. Quand vous êtes en face de ces avis, beaucoup sont victimes de l'offense. Beaucoup de gens n'aiment pas trop votre mec, n'aiment pas trop votre mari, n'aiment pas trop votre choix. Beaucoup de gens aussi n'aiment pas trop votre femme. On trouve qu'elle ne s'habille pas très bien. Mais pour vous, c'est l'idéal. Alors, ne vous bousculez jamais pour les avis externes, parce que ces avis externes ne changeront pas votre but de vie. Tout ce que les parents penseront pour vous ne changera pas votre façon de vivre. Ce n'est pas les parents qui vivront avec vous, mais c'est vous qui vivrez avec votre âme sœur. Alors, quand une femme décide de montrer son homme en public, elle fait face à l'avis de ses copines, de son entourage immédiat, de sa famille et de toutes ces personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, l'offense est c'est comme un vaccin en fait. C'est quelque chose qui te pique, tu ne sais pas comment l'enlever de toi. Il faut avoir le barrage contre l'offense. Il faut être protégé contre l'offense. Parce que les gens vous diront souvent le contraire de ce que vous voulez. Les gens jugeront votre mari autrement, votre futur mari autrement. Vous avez une image dans votre tête, mais les gens autour diront non, je pense qu'il devrait faire mieux comme ça. Ouais, je pense qu'il devrait faire des efforts comme ça. Je pense qu'il devrait mieux s'habiller. Ne vous bousculez jamais. Ne vous bousculez jamais, parce que toutes ces personnes ne seront pas le bonheur de votre famille. Toutes ces personnes ne feront pas le bonheur de vos enfants. Quand vous avez dépassé cette étape, vous arrivez à l'étape de la décision. Vous êtes vraiment rassuré que vous voulez vous marier, que vous pouvez résister aux tempêtes, aux vents et marées, aux tentations. Vous avez des ex-maris, des ex-copains qui vous rappellent, des ex-copines qui vous rappellent, mais vous êtes stable dans votre position. C'est à ce moment qu'on prend la grande décision de se marier. Et c'est tout autre chose. Nous retrouverons dans la prochaine partie. On veut se marier avec éclat. On veut montrer à tout le monde qu'on s'aime. On veut prouver à tout le monde, aux parents, aux amis,
qu'on a fait le meilleur mariage qui soit. Mais le mariage ne réside pas dans la forme. Le mariage réside dans le fond du problème. C'est quoi le fond du problème? Le mariage, c'est deux personnes d'éducation différentes, de familles différentes, avec des modes de vie différents qui décident de se mettre ensemble. On va tuer la relation de la rue pour passer à la relation du mariage. C'est-à-dire, la relation de la rue disparaît. Les visites de gauche à droite, l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, disparaissent. On veut se mettre ensemble. On veut se mettre dans la même maison. Alors, il y a un problème. C'est au niveau des accointances. Il faudra faire deux. Il faudra faire un avec deux. Il faudra faire un all-in-one. Alors, pour faire un all-in-one, ça veut dire qu'un tout en un, ça veut dire qu'il faudra construire un seul monde des deux mondes que vous avez. Il y a un obstacle. Le premier obstacle, c'est la protection personnelle. Chacun de nous a une éducation et chacun de nous se protège devant l'autre. On se met ensemble, mais on va affronter ce qu'on appelle chacun son monde. Son monde personnel disparaît pour devenir le monde de tout le monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel vous étiez avant le mariage, le monde où vous sortiez, vous alliez au restaurant, où vous alliez en voyage, disparaît. Nous sommes maintenant dans le monde réel, le monde du mariage. Vous faites un mariage basé sur toutes les étapes passées que j'ai citées. Vous êtes sûr, persuadé que vous allez faire chemin ensemble. Alors le vivre ensemble fait naître de nouvelles habitudes. Vous allez avoir la laine de votre partenaire à bout de nez. Vous allez voir votre partenaire qu'on allait décoiffer. Vous allez voir votre partenaire sans fond de teint, sans maquillage, sans toutes ces choses. Alors, cela ne devrait pas être une surprise désagréable parce que vous vous êtes préparé tel que je vous ai enseigné dans les premières parties. Alors, il faut assumer. Le problème, c'est d'assumer son choix. Il ne faut plus faire marche arrière. Il ne faut plus dire qu'on n'était pas sûr, qu'on n'a pas bien vu, qu'on n'a pas bien regardé. Il faut avoir la capacité d'assumer son choix. Et c'est là où beaucoup de personnes flanchent. Assumer son choix, quels que soient les vents et les tempêtes, les vents et les marées. La Bible nous dit même qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni, que lorsqu'on veut se marier, il faut bien réfléchir parce que quand on se lance dans le mariage, on ne peut plus divorcer. On ne peut plus se séparer. Parce que si personne ne peut séparer ce que Dieu a uni, alors ce n'est pas un homme comme moi, même si je vous le disais, de vous séparer. Pas possible. Alors on assume. Quand on a assumé, on est vraiment persuadé qu'on va faire ce chemin et on décide de faire les enfants. Mais avant de faire les enfants, il faut de l'argent pour s'en occuper. Il faut trouver un emploi stable, il faut qu'il y ait une organisation familiale. Alors, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas meilleure entreprise que l'organisation d'une maison, l'organisation d'une famille. Et c'est la femme qui est la base. C'est la femme qui doit trouver les procédés pour rendre son foyer prospère. Parce qu'on n'a jamais dit qu'il trouve l'homme, trouve le bonheur. Mais on a dit dans la Bible qu'il trouve la femme, trouve le bonheur. Ça dit que la femme est détentrice du bonheur de son mari. Ça veut dire que dans la femme, il y a le bonheur de son mari. Quels sont les volets de ce bonheur? Le premier volet de ce bonheur que la femme doit donner à son homme, c'est le volet physique. Un bonheur apparent. Ça veut dire que la femme doit faire que son mari soit toujours souriant, heureux et pas souci, pas pensif. Il doit toujours être en bonne santé. Elle doit veiller à ça. Le bonheur du mariage, c'est-à-dire le bonheur de la vie à deux, du foyer, les habits toujours bien repassés, voilà, on fait la bonne cuisine, on mange la cuisine de la personne qu'on aime, ça a un goût particulier, on fait maintenant la différence entre les plats de sa mère et les plats de son âme sœur. Et puis il y a le volet projet, organisation, vision. Toute la vision qu'on avait quand on était célibataire, maintenant prend forme. Maintenant cette vision et ces objectifs qu'on avait quand on était célibataire commencent à prendre forme. On veut les mettre sur pied. C'est pour ça que beaucoup de couples s'asseyent, tracent des programmes et mettent tout en marche pour réaliser ces projets. Pour la réussite des projets d'un foyer, d'un couple, des objectifs, pour la réussite de toutes ces choses, il y a un point capital, la clé sexuelle. Alors, quand deux personnes se mettent ensemble, c'est deux univers qui se mettent ensemble. La Bible nous dit dans Proverbe 5 qu'un homme qui va vers les femmes étrangères est un homme qui donne sa vigueur à d'autres hommes. Et pourtant on parle de femmes, mais on parle de vigueur. Ça veut dire
qu'une femme infidèle donne la vigueur de son mari à un homme qui n'a pas peut-être le même potentiel que son mari, mais qu'on sera surpris de voir réaliser les mêmes projets que son mari. C'est-à-dire que votre mari peut avoir des projets de construire une maison, d'acheter une voiture, d'acheter toutes ces choses, de prendre un crédit afin de construire votre maison, la maison de vos rêves. Et si la femme est infidèle, cela fait répandre les fleuves de la femme et de l'homme à l'extérieur de leur maison. C'est-à-dire que cette vigueur que l'homme donne lorsqu'il fait des rapports sexuels avec sa femme, cette vigueur est téléportée vers un autre homme. Et c'est là où vous voyez quelqu'un qui ne correspond, qui n'a même pas votre potentiel, réaliser tous les projets que vous avez. C'est pour ça qu'on parle de la concentration, de la canalisation. Parce que quand on parle de projet pour la réussite, vous savez, le temps passe, les années passent vite, et ça coule et ça file. Alors à quel âge vous allez vous réveiller? Quel est l'âge où vous déciderez de mettre vos projets sur pied? Il faut être fidèle. La fidélité, c'est la clé sexuelle. La fidélité à son mari, la fidélité sexuelle à son mari, la clé de la fidélité mentale, c'est que même en pensée, vous ne devez pas penser à un autre homme que votre mari. Même en toute chose, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi beaucoup de foyers se transforment. Beaucoup de mariages se brisent. Parce que vous avez tout réussi. Vous avez réussi les premières étapes. Vous arrivez dans le mariage. Vous réussissez la première étape d'assumer, de s'assumer l'un et l'autre. Et quand on arrive à l'étape de la fidélité, pour mettre en place des projets, c'est à ce moment qu'il y a problème. Parce que l'homme voit que la chose qu'il cherchait est maintenant là et il veut voir ailleurs. Et c'est là où les foyers se détruisent. La fidélité est la clé, la base de la prospérité dans un foyer. Quand un foyer est fidèle, quand un foyer est prospère, vous regardez en bas, il y a de la fidélité. Parce que multiplier les partenaires vous épuise, non seulement spirituellement, mais physiquement, financièrement. Vous perdez du temps et à chaque fois vous recommencez. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous recommencez les mêmes choses. Si tu avais 100 000 francs CFA, tu as 3 copines, tu dépenses les 100 000, c'est-à-dire que tu ajoutes une personne, c'est ta femme. C'est-à-dire que tu divises cet argent en 4 et ça retarde. Tous les projets ne verront jamais le jour parce que ça retarde. La fidélité, la loyauté, la sincérité, l'abstinence, la soumission à son mari. Ce sont les choses qui font le mystère du mariage. Ce sont les choses qui font qu'une personne prospère. Vous savez, la lumière d'un homme brille devant les autres lorsque sa femme, qui est la source de cette lumière, l'alimente de façon pure. Quand une femme alimente son mari de façon pure, se crée là tout le pouvoir du mariage. Parce que le mariage est fait pour la prospérité. La Bible nous dit que qui trouve la femme trouve le bonheur. Le bonheur, c'est la réussite. En toute chose, être heureux au-dedans et à l'intérieur. Moi, j'aimerais aussi parler de ce bonheur parce que le bonheur n'est pas seulement le bonheur physique, financier. Le bonheur, c'est aussi la prospérité spirituelle. Un homme qui est heureux, avec ou sans argent. Une femme qui est heureuse, avec ou sans argent. Alors, quand vous avez fabriqué cet homme de vos rêves, vous avez fabriqué cet homme, vous avez décidé de rester avec cet homme, vous avez fait votre chemin ensemble. Vous êtes dans le mariage, vous commencez à bâtir les projets. Les ennemis du mariage sont à l'écart. La seule porte par laquelle les ennemis du mariage rentrent, ce n'est que par la porte principale, les oreilles. Écoutez ceux qui ne sont pas d'avis avec vous. N'ayez pas pour habitude d'écouter, quand vous êtes marié, d'écouter des célibataires ou d'écouter des célibataires mal intentionnés parce qu'il y a des célibataires qui ont des bons conseils. Il y a la porte de la vue. Vous regardez les choses externes, vous comparez avec votre mari, vous allez divorcer, mesdames. Si vous regardez les autres, si vous regardez les voitures des autres, parce que eux ils ont acheté comme vous, vous êtes des humains. S'ils ont acheté, c'est que vous pourrez aussi acheter plus que ça. C'est un problème de concentration. C'est un problème de concentration. Vous savez, la chèvre de M. Séguin, elle trouvait l'herbe plus verte de l'autre côté de la prairie, pendant que c'était la même herbe. Mais elle avait l'impression que c'était plus vert parce que c'était loin, c'était lointain. Beaucoup de personnes sont comme des chèvres de M. Séguin. La fameuse chèvre de M. Séguin, tant convoitée, tant récitée à l'école primaire. Cette chèvre qui pensait que l'herbe était plus fraîche de l'autre côté du verger. Mais c'était la même herbe. C'est juste parce que ce qu'elle avait sous les yeux n'avait plus d'impact parce qu'elle les avait déjà. C'est pour ça que les mariages brûlent. Parce que ce que nous avons dans le mariage
vu que c'est acquis, nous admirons les autres. Il faut commencer par admirer ce que l'on a pour obtenir ce que l'on n'a pas. Retrouvons-nous dans la prochaine partie. Alors, cette étape consiste à la stabilité du couple. Alors, nous avons bâti des projets, on a vaincu les ennemis des fiançailles, les ennemis de la rencontre ont été vaincus, les ennemis des fiançailles ont été vaincus, les ennemis du mariage ont été vaincus. Maintenant, nous sommes à la stabilité. Un couple doit être stable. Avoir des projets, c'est une chose. Être stable, c'est aussi autre chose. Quand on a vaincu l'infidélité, quand on a vaincu la malhonnêteté, quand on a vaincu toutes ces choses, nous affrontons la porte qui suit. C'est celle de la stabilité. Nous devenons stables. Nos affaires prospèrent. Nous sommes arrivés au sommet de la montagne. Alors nous sommes arrivés à la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, la stabilité de vie. Notre vie est resplendissante, les gens veulent être comme nous. Nous sommes arrivés à cette étape. Alors, il y a un danger dans la stabilité. Le danger de la stabilité, c'est qu'il y a un laisser-aller dans le couple. Quand un couple arrive à stabilité, il y a un problème. C'est que ce couple pense que tout est terminé, que les combats sont finis. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens divorcer vieux. Après 40 ans de mariage, après 50 ans de mariage, ces personnes divorcent. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la stabilité, on pense que les combats sont terminés. Mais au contraire, les véritables combats commencent. Pourquoi? Parce que tous les combats qui vont avoir lieu sera pour détruire l'avenir de votre progéniture. Il faut laisser une empreinte sur terre. Après la stabilité, après les affaires fluorescentes, après un couple stable, il faut laisser un avenir, un patrimoine à ses enfants, un patrimoine à la génération qui vient. Qu'est-ce que vous aurez laissé sur terre après votre vie? Qu'est-ce que vous aurez laissé? Quand vous passez du temps dans la distraction, qu'est-ce que vous laisserez sur terre? Comment vos enfants penseront à votre mémoire quand vous ne serez plus là? C'est quelque chose de mystérieux. Le danger de la stabilité, c'est l'ignorance. L'ignorance en l'avenir. Parce que on a réussi et on ne voit plus, on devient aveugle. On a une cécité spirituelle. La cécité, c'est la capacité à ne plus voir quand on a un certain âge. Alors, quand on est stable, toutes nos affaires marchent, il faut vaincre le piège de l'ignorance en l'avenir. Quand on a vaincu le piège de l'ignorance en l'avenir, on pense à notre progéniture, il faut laisser des choses à nos enfants. Il faut enseigner nos enfants à ne pas faire disparaître les choses que nous leur laissons. Beaucoup d'enfants vendent des héritages. Beaucoup d'enfants se disputent. Dès que le papa meurt, les enfants se disputent l'héritage. Comment vaincre ce fléau? Il faut enseigner les enfants à gérer l'héritage familial avant que les parents meurent. Beaucoup de parents n'ont pas confiance en leurs enfants. Parce que l'enfant a commis beaucoup d'erreurs, les parents n'ont plus confiance. C'est pour ça que tout le travail d'une vie d'un parent peut être réduit à zéro si les enfants n'ont pas été préparés. Il faut préparer les enfants. Si un roi n'a pas préparé de prince, le royaume est voué à disparaître. Un roi règne sur un royaume. Et le royaume est composé d'un roi. Le royaume est composé d'un roi qui règne sur un trône. Il n'y a pas de roi sans trône. Et il n'y a pas de trône sans royaume. Un royaume doit avoir une succession. Il y a le successeur et le succédé. Un roi doit préparer son prince. Une reine doit préparer sa princesse. Les enfants doivent être l'image de leurs parents. Les enfants doivent donner plus que ce que les parents donnaient. Je connais un homme qui s'appelait Thomas Sankara, qui disait « Malheur à l'enfant qui ne sera pas plus que son père. » Malheur à l'enfant qui ne sera pas plus que son père. Vous savez, c'est un devoir pour un fils, pour une fille, d'être plus que ses parents. Et ça, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le rôle de l'enfant. Tout part du départ, de la vision qu'on insère dans la tête de ses enfants. Et comprendre la vision de vie de ses enfants, leur but de vie, et laisser quelque chose sur terre. C'est la chose la plus difficile à réussir. Beaucoup de couples réussissent toutes les étapes, mais flanchent à cette étape. L'étape de la cession, l'étape de la relève. C'est souvent une cassure à cet endroit. Quand on veut avoir une relève, souvent on ne trouve pas la bonne. Mais des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la bonne relève, c'est parce qu'il n'y a pas le bon contact. Il
n'y a pas eu le bon coaching, il n'y a pas eu la bonne formation. Tout enfant est un prince. Et tout prince est voué à devenir un roi. Et pour devenir un roi, il y a une formation, il y a des procédés. Vous savez, dans les châteaux, quand on veut préparer le nouveau roi, il est traité comme un roi depuis l'enfance. On ne rate jamais le début. Il faut traiter l'enfance d'un prince en vue de devenir roi. Laisser son patrimoine, ne pas échouer à la fin de sa vie. Parce que beaucoup de personnes échouent à la fin de la vie. Il faut sauter cet obstacle, bien positionner son patrimoine et laisser pour la progéniture. Alors, en conclusion, j'aimerais dire à tout le monde qu'il ne faut jamais arrêter les différentes étapes qui vous ont été enseignées dans cette vidéo. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo plusieurs fois pour maîtriser les différents paramètres, les différents dangers à éviter, les différents ennemis de la relation, les ennemis du pouvoir, les ennemis de la progéniture. Il y a même les ennemis de vos enfants. Parce que dans ce que vous êtes aussi l'avenir de vos enfants. Donc, il faudra faire très attention. Il ne faudra pas avoir une vie belle et être un fiasco à la fin de sa vie. Être un fiasco, pas seulement financier, pas seulement physique et matériel, mais être un fiasco pour l'avenir de ses enfants. Ça veut dire que vous avez travaillé toute votre vie et votre nom disparaît à la surface de la terre. Vous avez travaillé pour rien, vous avez vécu pour rien. Mais on construit un empire lorsqu'on a préparé sa relève. On construit un empire lorsque sa relève comprend le but de vie. Lorsque sa relève comprend pourquoi les parents ont atteint ce niveau. Et pourquoi nous, les enfants, on doit aller plus que ça. Alors là, je parle à tous les enfants qui nous suivent, à tous les couples, toutes les femmes, toutes ces grandes dames qui ont passé toutes ces étapes, qui ont fabriqué leur bonheur avec l'aide de Dieu, de leurs propres mains. Toutes ces personnes qui ont été les artisans de leur bonheur avec l'aide de Dieu. Respectez toutes les étapes. Le but de vie, c'est le plus important. Parce que dans le but de vie, vous avez l'éducation de vos enfants dedans. Dans le but de vie, vous avez le plan de votre mariage. Dans le but de vie, vous ne faites pas d'erreur dans le choix que vous faites. Beaucoup de personnes faisant semblant dans les buts de vie. Lorsque ces personnes vous approchent, il faut regarder le fond. Mais pour regarder le fond, il faut se donner du temps. Il ne faut jamais être pressé de faire son choix. Pour sauter de l'étape de célibataire à l'étape des fiançailles, il faut prendre du temps. Prendre du temps pour découvrir l'homme. Écoutez ce que vous dit l'entourage de cette personne, mais faites attention parce que l'entourage n'a toujours pas raison. En conclusion, ne faites pas tout ça pour échouer. Mesdames, ne faites pas tout ça pour échouer. Pour attirer l'homme qui correspond à vos attentes, vous devez savoir quelles sont les valeurs que vous avez et quelles sont les valeurs qui se trouvent dans le corps opposé. Quand vous avez déterminé les valeurs contraires, les valeurs attractives, les valeurs, je peux dire, qui sont en symbiose avec votre être profond, à ce moment, vous devez chercher quels sont les milieux que vous devez fréquenter pour attirer, pour rencontrer ce genre de personnes. Parce que chaque homme, par rapport à ses buts de vie, a ses atmosphères. Et chaque atmosphère dispose d'une personne qui a ses objectifs. Il faut savoir que vous ne trouverez jamais une personne qui a des grands projets, par exemple en train de passer toute sa vie à se saouler la gueule. C'est pas possible. Vous devez savoir que le milieu dans lequel vous fréquentez, le milieu dans lequel vous êtes, vous attirerez les personnes qui sont de ce milieu et de ce niveau de vie. Il faut savoir choisir son environnement. Savoir choisir son environnement, c'est la chose principale dans la vie. Savoir choisir son environnement, attirer son homme, faire le choix, prendre la décision, marcher, gravir la montagne, affronter les obstacles, arriver à la maturité, préparer la période de déclin, préparer la période où vous n'aurez plus la capacité de travailler, préparer la période où vous ne serez plus en mesure de fournir des efforts. Mais ça sera à la relève de fournir des efforts. Voilà les secrets d'une vie réussie. Je suis le pasteur Claude Rick Mieré.
pasteur, coach, mentor de la mission Tibériade au Congo.